Salut Internet. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de plusieurs sujets. Le premier, ça va être une review, en tous les cas quelques éléments de review autour du Canon EOS R5. J'avais parlé beaucoup du Canon EOS R6 l'an dernier. J'ai enfin pu prendre le temps de tester davantage l'EOS R5, donc je vais vous proposer quelques éléments à ce niveau-là. Ensuite, on va parler du Canon EOS R3 qui a été annoncé tout récemment, ainsi que de trois optiques, le 100 mm 2.8 macro, le 400 mm 2.8 IS et le 600 mm f4 IS, les trois en monture RF. Évidemment, et juste avant d'attaquer, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si vous voulez la soutenir. C'est clairement la meilleure solution si vous voulez me donner un coup de main et si vous voulez me permettre d'aller plus facilement toucher les marques pour pouvoir leur proposer des tests, des reviews, des contenus et vous proposer des choses un peu originales. Pour commencer, donc, on va direction le bureau pour pouvoir regarder un peu plus ce que je peux vous dire sur l'EOS R5. Le Canon EOS R5, j'en ai parlé très rapidement pendant la vidéo que je vous avais proposée il y a maintenant quelques mois, c'était en été dernier, avec mon test du Canon EOS R6. À l'époque, j'avais pu tester le Canon EOS R6 pendant plusieurs semaines. Le Canon EOS R5, je ne l'avais eu que quelques heures. Et donc, je ne me sentais pas l'honnêteté intellectuelle de vous proposer une review complète en l'ayant testé que quelques heures. Il me fallait plus de temps sur le terrain pour vraiment pouvoir vous dire ce qu'il en était. Ces choses faites maintenant, voilà, j'ai vraiment eu l'occasion de tester l'EOS R5 de fond en comble. Et donc, je vais pouvoir vous faire un retour clair de ce que j'en pense. Déjà, première chose, entre un EOS R6 et un EOS R5, finalement, qu'est-ce qui change? Pas grand-chose. Il y a le capteur et quelques éléments d'ergonomie. Alors le capteur, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. On va commencer par l'ergonomie. Les changements majeurs vont se passer ici, c'est-à-dire que ici, sur le Canon EOS R5, on va retrouver un écran de contrôle qui est assez petit, qui nécessite, si on veut avoir toutes les infos, d'appuyer deux fois dessus, donc pas forcément très pratique. Également, si on veut l'allumer, on est obligé de laisser appuyer son doigt et d'attendre. Donc voilà, l'écran il est présent, il peut être utile, notamment en affût, mais je le trouve moins pratique et finalement je le sens moins utile que sur mes précédents boîtiers. Donc bon, est-ce que vraiment il a un sens? Sans doute, mais à la marge. On a également un bouton de sélection, une roulette de sélection des modes qui est différent du EOS R6. Et c'est à peu près tout. On va également trouver des spécificités au niveau des cartes mémoire, puisque sur l'EOS R6, on a deux slots SD. Ici, on a un slot SD et un slot CF Express. Quoi d'autre comme différence? Globalement, c'est un peu tout. Ensuite, les différences vont être beaucoup sur le capteur. Je ne vais pas trop vous parler de la vidéo puisque ce n'est pas ma spécialité. Mais voilà, ce boîtier a basiquement plus de capacité. Il y a eu beaucoup de bruit autour du fait qu'il chauffait. Je ne l'ai pas du tout testé en vidéo, donc je ne peux rien vous dire à ce sujet. Et après, en termes de photos, eh bien, sur l'EOS R6, on a un capteur de 20 millions de pixels. Sur l'EOS R5, on a un capteur de plus de 45 millions de pixels. Ça, c'est la différence majeure. Donc, déjà, il y a une différence en termes de bruit. Quand on commence à monter en ISO, le bruit apparaît plus rapidement avec l'EOS R5. Moi, des tests que j'ai faits, je sais qu'en gros, à partir de au-dessus de 10 000 ISO, les images sont récupérables, mais ça demande quand même un petit peu de travail. En dessous, tout va très bien. Donc voilà, je sais que moi, personnellement, avec ce boîtier, ma limite sera plutôt aux alentours des 10 000 ISO et pas au-dessus. Ce qui est déjà extrêmement bien pour un boîtier de 45 millions de pixels. Le viseur est également un peu différent en termes de résolution, l'IVF. Je ne veux pas vous dire de bêtises, ça se joue pas, c'est pas le jour et la nuit, on ne voit pas une énorme différence entre ces deux viseurs. Et donc, dans la vidéo que j'avais fait sur l'EOS R6, j'avais très rapidement parlé du EOS R5 en disant que ma crainte, elle tenait justement à ces 45 millions de pixels et au risque d'avoir du flou de bouger, des micro-flous de bouger quand on allait utiliser ce boîtier, notamment avec des vitesses basses. Et pour un photographe animalier, travailler tôt le matin, tard le soir avec des faibles lumières, souvent avec des téléobjectifs, parfois à main levée, voilà, ce risque il est encore plus fort qu'avec d'autres pratiques.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble quelques images et je vais vous montrer tout simplement en les zoomant un peu, voir ce que ça donne en termes de netteté, de piqué, pour se poser cette question de est-ce que finalement la problématique du flou de bouger est réelle, est existante avec le Canon EOS R5. Toutes les images ont été prises donc avec ce boîtier, avec en objectif un Canon EF 600 mm f4L IS-USM version 2, donc pas la dernière version, et parfois un extender 1.4, ça je vous le préciserai. On commence avec un Tadorne de Belon, donc une espèce de canard, et au 1/640e de seconde. Donc finalement pas trop de risques, c'est ce qu'on pourrait se dire, puisqu'on respecte la règle du 1 sur la focale. La règle du 1 sur la focale, c'est quoi? C'est que quand on shoot avec une longue focale, pour limiter les risques de flou liés à l'opérateur, liés au photographe, il faut respecter cette règle du 1 divisé par la longueur focale que j'utilise. Donc avec un 600 mm, il faudrait que je sois au moins au 1/600e de seconde pour limiter les risques. Là, pour cette image, c'est le cas. Pour autant, cette règle, elle n'est pas absolue. Voilà, c'est pas parce que vous êtes avec un 500 mm et que vous faites des images au 1/500e de seconde qu'elles vont toutes être nettes, pardon. Donc voilà, cette règle, basiquement, elle est là pour nous donner une piste, mais c'est pas une vérité absolue. Là, clairement, au 640e de seconde, j'aurais pu avoir des images floues, parce qu'il suffit que que je me déplace à une vitesse trop différente de mon sujet pour me retrouver avec des images qui n'auraient plus été aussi piquées que celle-ci. Donc sur cette image, rien à dire, elle est très bien. Enfin, moi, je la trouve très bien. Ici, on descend en vitesse, on est au 320e de seconde, toujours avec le 600 mm. Donc là, je ne respecte plus du tout la règle du 1 sur la focale. Pour autant, l'image, elle est parfaitement nette. On a du mouvement dans les ailes, ce qui est plutôt esthétique. Et comme on peut le voir, que ce soit la tête de l'oiseau ou sa queue sont parfaitement nettes. Donc à nouveau, tout va très bien. Sur cette image, on quitte les oiseaux et on se rapproche des insectes. Ici, c'est une celtique. Alors cette image extrêmement opportuniste, c'est une araignée qui se déplaçait sur une de mes fenêtres. Et donc, tout simplement, je me suis dit que j'allais tester. L'objectif, c'était de voir ce que ça donnait avec ce boîtier et le macro. Alors, surtout que moi, l'objectif macro que j'utilise, c'est le 100 mm macro USM 2.8, qui est une optique assez ancienne, qui n'est pas stabilisée. Et donc, je m'interrogeais de ce que j'allais pouvoir en faire. Et histoire de durcir un peu l'exercice, je l'ai utilisé en rajoutant 3 bagues à longe, les 3 bagues qui sont ici, ce qui me permet du coup de me rapprocher encore plus, de réduire ma distance de mise au point minimale. Donc là, je ne peux pas trop vous dire à quel rapport de grossissement je suis, mais c'est quand même plutôt important. Et à nouveau, on se rend compte que l'image, elle est parfaitement nette. Alors ma mise au point n'est pas parfaite, hein. On voit que ces deux yeux-ci sont en limite de zone nette. C'est plutôt sur la patte, mais là, effectivement, il n'y a pas... Si vous regardez les poils de la patte de l'araignée, je suis désolé pour les arachnophobes, il n'y a aucun souci. On voit que tout est parfaitement net. On est au 320e de seconde. Avec ce type de montage, 320e de seconde, je peux vous dire qu'il n'y a aucune garantie d'avoir des images nettes à main levée. On continue avec un nid de Foulque macroule et avec un jeune qui sort la tête. Sur cette image, j'ai utilisé l'extender 1.4. Donc en termes de focale, on se retrouve à 840 mm et je suis au 250e de seconde. Donc autant vous dire qu'en termes de respect des règles, de ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est carrément out. Et à nouveau, sur cette image-ci, il n'y a aucun sujet. L'image, elle est parfaitement nette, parfaitement piquée. Vous pouvez voir la tête du jeune, on voit tout son plumage naissant et ça nous offre encore tout son duvet. Voilà, tout est parfait. Bon, cet oiseau n'est pas très beau, hein, je suis désolé. Mais en tous les cas, l'image, elle, est nickel. Ici, on est retour au 600 mm sans l'extender. On est au 200e de seconde, c'est ça. Avec ce pigeon ramier, à nouveau, enfin rien à dire, l'image elle est parfaitement nette. Il n'y a rien à dire. Donc, une dernière qui est cette fois-ci une grande aigrette. À nouveau 600 mm, à nouveau au 200e de seconde. De la même manière, l'image elle est parfaitement nette, elle est parfaitement piquée. Donc, tout ça pour vous expliquer quoi? C'est que finalement, cette problématique
du micro flou de bouger, je ne l'ai pas du tout rencontré avec l'EOS R5. Je pense que c'est lié essentiellement à la qualité de la stabilisation qui est à l'intérieur du boîtier, donc la stabilisation du capteur, qui, associée à la stabilisation des optiques, ou pas, puisque je vous en ai parlé, hein, sur ce macro, il n'y a pas de stabilisation dans l'objectif. Eh bien, c'est cette stabilisation qui fait qu'on n'a finalement aucun problème et qui met à portée de tous les photographes ces capteurs de plus de 45 millions de pixels. Donc tout ça pour dire, j'en suis très content de ce boîtier. Finalement, cette seule crainte que j'avais a été complètement levée. Finalement, donc, la différence entre le EOS R5 et l'EOS R6, il s'avère que c'est quoi? Ben, ça va être donc toujours lié à cette résolution, ça va surtout être du besoin du photographe. Celui qui va vraiment avoir besoin de faire des photos dans des conditions lumineuses très mauvaises et de monter très fort en ISO, je lui conseillerais plutôt d'aller vers l'EOS R6, qui forcément, du fait de sa résolution de 20 millions de pixels, va permettre des meilleures montées en ISO. Celui qui par contre a moins cette problématique, ou qui, comme je le disais, peut se limiter à du 10 000 ISO par exemple, bah celui-là peut carrément se tourner vers l'EOS R5. En tous les cas, il ne faut absolument pas que ce soit l'ergonomie, et notamment cet écran, hein, qui vous pousse à choisir l'un ou l'autre boîtier. Comme je vous l'expliquais, pour moi, c'est pas ça qui change grand-chose entre ces deux appareils. Une autre chose à avoir en tête, c'est ce que je vous disais. Finalement, avec ce boîtier, vous avez également au niveau des slots une SD et une CF Express. Avec l'EOS R6, on a deux SD pour les photographes qui sont équipés avec énormément de cartes de ce type-là. Forcément, c'est aussi intéressant de ne pas avoir à investir, surtout que le coût des cartes CF Express est quand même très très élevé. Alors maintenant, parlons un petit peu des dernières annonces Canon. Je vais vous parler de ce qui a été annoncé officiellement, mais je vais aussi faire un petit point sur les dernières rumeurs, notamment autour du fameux EOS R3, qui est le premier boîtier pro, boîtier monobloc, annoncé par Canon pour la gamme RF. Mais avant ça, on va commencer par parler des trois optiques qui viennent d'être annoncées par Canon, à savoir donc le 100 mm macro, le 400 mm et le 600 mm. D'abord, on va s'intéresser aux deux super télé, les 400 et 600 mm. Moi, je dois avouer que j'étais super en attente, super excité par ces annonces parce que, voilà, habituellement, quand Canon sort des super télé, ils nous amènent de l'innovation, ils font progresser les choses. Ça avait été le cas avec la version 2 des 600 et 400 mm. Par rapport aux versions précédentes, on avait énormément gagné en poids, sur les 300 et 500 mm également d'ailleurs. Et sur la version 3, à nouveau, il y avait eu un gain de poids. Il y avait eu également, entre la version 1 et la version 2 de ces optiques, une vraie amélioration en termes de piqué et d'autofocus. Donc forcément, je m'étais dit, Canon va nous sortir des versions RF, ça va être encore mieux, ça va être génial, on va vraiment avoir quelque chose qui va être exceptionnel. Eh bien, pas spécialement. Alors on va avoir quelque chose qui va être génial parce qu'ils reprennent finalement la formule optique des 400 mm et 600 mm version 3, qui sont excellents. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de nouvelle formule optique. Il n'y a pas en termes d'ergonomie de grosses révolutions, ni même d'importantes évolutions. On est sur quelque chose qui est, voilà, on a pris les optiques EF et on vous les propose en RF. Ils nous disent que la stabilisation va être améliorée. Je demande à voir dans quelle mesure ça peut être le cas. Il y a une petite bricole en termes d'ergonomie qui change, mais ça ne change pas la face du monde. Il n'y a pas, notamment comme sur toutes les optiques, sur la plupart des optiques RF dans la série Pro, la série L, il n'y a pas de bague supplémentaire qui permet de rajouter un réglage. Donc voilà, on a finalement les optiques EF qui nous arrivent en RF. Et donc, si vous êtes photographe, que vous êtes déjà équipé en version 2 ou 3 de ces optiques et que vous vous posez la question sur est-ce que ça vaut l'investissement, moi, ma réponse, elle va être très claire. Non, 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 gardez vos optiques. Pour l'instant, gardez votre argent. Et vous verrez par la suite ce que vous allez pouvoir, ce que Canon va nous sortir. Mais en tous les cas, sur ces 400 et 600 mm, moi, clairement, je ferai l'impasse. Pas d'intérêt. Je ne vois pas ce que ça m'apporterait. Si par contre, évidemment, vous n'avez pas de super télé du tout, même pas en monture EF, et que vous cherchez à investir, pourquoi pas, si vous voulez absolument quelque chose en monture RF.
Après, il faut voir le prix hein, par rapport notamment à ce qui est disponible déjà aujourd'hui en monture EF. Je pense que les coûts vont être assez hallucinants, hein. On parle d'objectifs à plus de 12, 13, 14 000 euros. Et si vous avez un 600 ou un 400 en version 1, ça peut avoir un intérêt parce que là, vous allez gagner du poids, vous allez gagner effectivement l'autofocus, mais de la même manière, hein, est-ce que finalement la version EF, la version 2 ou la version 3 ne serait pas suffisante? Je vous laisse voir, mais je pense que la question mérite d'être questionnée. Donc ça, c'est pour ces optiques. Avant de parler du 100 mm macro, juste un point. Canon n'a pas encore donné d'éléments sur les versions des 300 mm 2.8 et 500 mm f4. Et ces optiques, ça fait très longtemps qu'elles sont au catalogue et elles n'ont pas bénéficié de version 3. Donc là, je pense que par contre, on pourrait s'attendre à quelque chose, notamment en termes de réduction de poids. En termes de piqué, ça va être compliqué parce qu'elles sont déjà très bonnes, enfin surtout le 300 mm, le 500 mm, je pense qu'on va avoir une amélioration. Mais voilà, on va sûrement se retrouver avec des optiques plus légères. J'ose espérer que Canon va nous proposer des choses en termes d'ergonomie, surtout sur le 300 mm, qui est une optique qu'on peut plus facilement manier à main levée. Voilà, à suivre. J'imagine qu'on aura peut-être des news au moment des Jeux Olympiques. La troisième optique, c'est le 100 mm macro. Alors celle-ci, par contre, elle est très intéressante. Formule optique complètement nouvelle. Je crois qu'on est sur 17 lentilles versus 15 sur la précédente version. On a une optique plus lourde qu'auparavant, qui a pris 600 grammes, qui de mémoire est aux alentours de 700 grammes contre un peu plus de 600 pour la version précédente en monture EF. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on récupère des fonctionnalités, notamment cette fameuse bague dont je vous parlais, qui nous permet de rajouter des réglages supplémentaires. On va la retrouver au bout de l'optique. Ce qu'on va avoir également, c'est deux choses que moi je trouve vraiment intéressantes. La première, c'est qu'habituellement, sur les optiques macro, on est sur un rapport de grossissement de 1 pour 1. 1 pour 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sujet qui fait 1 cm dans la vie réelle va faire 1 cm sur le capteur de votre boîtier. Avec cette optique, le rapport il est plus important. On est sur du 1.4 pour 1, c'est-à-dire qu'un sujet qui fait 1 cm dans la vraie vie fera 1,4 cm sur votre capteur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça va permettre tout simplement d'éviter d'utiliser des bagues à longe, ce que je vous ai montré il y a quelques instants sur la vidéo, le test du R5. On n'en aura plus besoin, on va pouvoir se rapprocher, avoir un sujet qui apparaîtra encore plus gros sur son capteur. Ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a une deuxième chose, une deuxième fonctionnalité, qui est ce qu'ils appellent le système, le réglage des aberrations sphériques de mémoire, ça doit être ça le nom. J'ai plein de notes sous les yeux, mais en fait j'ai écrit tellement de choses que j'ai du mal à m'y retrouver. Mais c'est ça. Et donc en gros, ce système va permettre, via un réglage, de décider si les éléments du bokeh vont être plus ou moins nets. C'est-à-dire que je pense notamment à tout ce qui va être usage des flares. Ça va permettre de les voir encore mieux ou au contraire de les diluer encore plus sur l'image. En termes de créativité, je suis sûr et certain qu'il va y avoir pas mal de choses à faire et que cette optique, elle va être très intéressante. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il y a une vidéo de démo qui a été proposée par Canon, qui est accessible sur leur YouTube et sur leurs réseaux sociaux. Je n'ai pas été ultra convaincu par les images qui sont présentées, mais en tous les cas, ça augure plutôt du bon. Et donc maintenant, on va passer à l'EOS R3, donc qui est quand même la grosse nouveauté, la grosse annonce de Canon. Alors, annonce qui a aussi été un peu surprenante parce que tout le monde s'attendait à un EOS R1 et finalement Canon nous propose un EOS R3. Ce numéro 3, donc EOS 3, on l'avait déjà entendu, on le connaissait déjà sur un boîtier argentique. Et il y a un lien très fort entre ces deux boîtiers dont je vous parlerai juste après. Qu'est-ce qu'on sait déjà de sûr sur ce boîtier? C'est qu'il est taillé pour le sport, il est taillé pour l'action, pour la rapidité, avec une rafale annoncée en obturation électronique à 30 images par seconde. A priori, l'obturateur mécanique devrait afficher du 20 images par seconde, donc vraiment excellent niveau. On sait qu'on va avoir un excellent autofocus puisque Canon nous annonce une évolution de ce qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, la technologie utilisée par Canon s'appelle le Dual Pixel AF. Demain, on va avoir a priori quelque chose qui doit être du quad pixel, donc sûrement un autofocus qui sera extrêmement discriminant, extrêmement précis, très rapide. En tous les cas, vu les
capacité de l'autofocus du R5 et du R6, s'ils nous disent qu'il est encore meilleur, on peut s'attendre à avoir quelque chose de très lourd. Et surtout, la grosse annonce, la grosse innovation, c'est la visée par l'œil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà sur ce boîtier EOS 3 du temps de l'argentique, c'est-à-dire que quand vous regardiez votre viseur, en fonction de l'endroit où vous regardiez dans le viseur, eh bien, votre point autofocus allait changer. Donc plutôt pratique. Dans les faits, ça marchait moyennement bien, c'était moyennement efficace. Bon, des fois, ça se perdait un peu, c'était finalement moins pertinent que changer soi-même son point. Donc c'est une technologie que Canon a rapidement arrêtée. Aujourd'hui, il nous le repropose. Est-ce que c'est intéressant? Sincèrement, je ne sais pas. Je demande à voir, je demande à tester. Aujourd'hui, finalement, l'autofocus dans sa version intelligente est tellement performant que je ne suis pas sûr que ça apportera beaucoup. Surtout que, à mon avis, ça pose quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'on pourra le combiner, du coup, cette visée par l'œil, cet autofocus par l'œil, est-ce qu'on pourra le combiner avec l'autofocus automatique, avec la reconnaissance de l'œil, la reconnaissance des visages? Est-ce que si finalement je combine les deux et que je suis en train de shooter un oiseau, un animal ou même un humain et que je regarde ailleurs dans le viseur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va avoir la priorité? Voilà, ça pose quand même beaucoup de questions auxquelles on n'a pas les réponses aujourd'hui. J'avoue que je suis un peu sceptique. Je demande à voir. Pour moi, c'est plus voilà, un effet d'annonce, une innovation un peu sympa, un peu rigolote, mais en tous les cas, pas quelque chose qui va être ultra pertinent. Enfin, moi, clairement, j'achèterais pas un boîtier pour ça. À voir après, mais a priori, j'achèterais pas un boîtier pour ça. Ensuite, dans les choses qui sont aujourd'hui encore à l'état de rumeur, dont on n'est pas sûr, il y a cette obturation mécanique à 20 images par seconde. Le capteur serait un capteur de 45 millions de pixels. Est-ce que ce sera exactement le même que l'EOS R5? C'est pas impossible, il est super efficace, donc ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, finalement, ce qui change également, c'est que on va avoir un boîtier monobloc. Boîtier monobloc, ça sous-entend, à mon avis, aussi un changement de batterie. Donc, vous étiez utilisateur des batteries du EOS 1DX. À mon avis, il ne faut pas se faire d'illusions, ce ne sera pas les mêmes. Utilisateur de batterie de 7D, 5D Mark IV, EOS R5, R6, à mon avis, c'est pareil. Je doute qu'on puisse réutiliser facilement ces batteries. Canon aime bien quand même siloter les batteries en fonction des gammes de boîtiers et des boîtiers, donc je pense qu'on va être sur une nouvelle version qui peut-être par contre sera commune entre l'EOS R3 et l'EOS R1, dont j'espère qu'on aura une annonce au moment des Jeux Olympiques. Et clairement, là où on attend également Canon, ça va être sur l'IVF, sur le viseur. L'EOS R5 propose un viseur qui est très sympa, mais pour autant, tout récemment, Sony a présenté et a sorti l'Alpha One qui propose un viseur avec un taux de rafraîchissement de 240 images par seconde, donc 2 fois plus rapide que l'EOS R5, avec une résolution qui est, j'ai plus les chiffres en tête, mais quasiment 2 fois supérieure à l'EOS R5 également. Donc voilà, là on a quelque chose qui est vraiment en termes de confort d'utilisation et au top. J'espère sincèrement que Canon va nous proposer quelque chose qui sera à minima au même niveau. Ce que Canon ne nous a pas annoncé là, c'est un global shutter. Donc ils nous ont dit que le capteur avait été amélioré pour qu'en obturation électronique, il limite au maximum tous les effets de distorsion. Donc ça c'est très bien. Pour autant, ce fameux global shutter dont tout le monde parle, que tout le monde espérait, il n'est pas encore annoncé. J'imagine que c'est peut-être pour le garder pour les OCR1, puisque voilà, Canon nous a dit que ce boîtier allait, d'un point de vue positionnement, se situer entre l'EOS R5 et le 1DX Mark III. À mon avis, je parie sur un prix qui va être entre 5 500 et 6 000 euros, souvent plus proche de 6 000 euros. Donc on est vraiment sur du très haut, il ne faut pas se leurrer, ce ne sera pas un boîtier à 5 000 euros. Et l'EOS R1 qui arrivera par la suite sera du coup sûrement positionné plus près des 7 000 euros que celui-ci. Voilà un peu tout ce qu'on en sait aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup de l'attendre pour les pros? Je ne sais pas. Finalement aujourd'hui avec un EOS R5, vous avez 20 images par seconde, vous avez un excellent capteur, un super autofocus, vous avez la possibilité de réutiliser vos batteries avec les autres systèmes. Il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. L'EOS R3, effectivement, avoir un boîtier monobloc, donc
En théorie, plus costaud, plus pro, ça peut avoir un intérêt à voir. Cette fameuse visée par l'œil peut avoir aussi du sens, il va falloir le tester. Bon, en tous les cas, sur le papier, je le trouve intéressant ce boîtier, mais il ne me fait pas plus envie que ça. Enfin, j'attends de voir. J'ai été comme beaucoup pris dans la hype au moment où il a été annoncé. Et puis, en décortiquant les infos, en regardant tout ça, je me dis c'est très bien, mais est-ce que ça changera vraiment ma pratique? Bon, quand je vois déjà les images que je pouvais faire avec un 30D à l'époque qui devait faire 8 images par seconde, voire même peut-être 6, ou même avec un 40D qui en faisait 10 ou des boîtiers un peu plus rapides. Voilà, j'ai toujours réussi à saisir les images que je souhaitais. Bon, donc les 30 images par seconde, c'est pas ça qui va me changer la vie. À voir. Je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense, mais pour l'instant, je préfère rester un peu sur la réserve. Tout ça pour dire que donc, c'est bien, Canon nous a annoncé plein de choses. Bon, à part ce 100 mm macro qui m'intéresse vraiment et que j'ai vraiment envie de tester parce qu'il pourrait vraiment finir dans mon sac. Les autres, bon, on va dire, peut mieux faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire ce que vous voulez, à discuter dans les commentaires, à me dire que vous n'êtes pas d'accord. Ça me fera plaisir de vous répondre, ou pas. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Normalement, à partir du 3 mai, on devrait pouvoir se déplacer. Donc, si tout va bien, la prochaine vidéo, ce sera sur le terrain, ce sera les pieds dans l'eau et ce sera vachement plus amusant. À bientôt!